La dernière fois, on a vu le développement détaillé pour une séquence de réactions simple. On a résolu les équations d'une forme explicite et exacte. C'est toujours possible et on pourra poursuivre ce développement-là pour des réactions plus compliquées, mais ça devient long et il y aura beaucoup de cas où ce n'est pas possible de résoudre des équations exactement. Donc, aujourd'hui, on développera des approximations qui seront utiles. Donc, approximation. Pour simplifier les équations cinétiques. Il y a deux approximations différentes. Et je vous avertis, c'est une question d'examen préférée où il faut savoir les approximations et les différences entre eux. Donc, le premier s'appelle pré-équilibre. On ne va pas le définir directement, mais on va le voir dans quelques instants. Puis, il y a l'approximation d'état stationnaire. Okay, donc là, il y a deux approximations différentes. Donc, souvent, il y a une étape élémentaire. Beaucoup plus lente que les autres. On appelle l'étape cinétiquement limitante. Dans différents cours, dans différents textes, peut-être le nom est différent. Je vous dis qu'en anglais, on dit rate limiting step. Donc, l'étape cinétiquement limitante. Si on considère des réactions, donc on a A et B, donc A qui devient B, puis B qui devient A. C'est pas exactement ce que je voulais. Disons qu'on a A et B qui devient quelque chose intermédiaire qui ensuite devient des produits. Donc KA, KA', disons, puis KP pour devenir des produits. On peut résoudre ce système numériquement. Les équations, je ne sais pas s'il y a je sais qu'il n'y a pas de développement exact, mais on peut les résoudre exactement numériquement. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut mettre des équations dans un ordinateur et les évaluer pour, en guillemets, avoir une solution numérique. Ce n'est pas un cours où on fait des exercices numériques, mais c'est possible. Et c'est une approche qu'on fera dans la vraie vie avec les ordinateurs. Donc, c'est possible de résoudre des équations numériquement. On ne le fait pas dans le cours, mais je vous donne des noms que vous pouvez chercher sur l'Internet ou que vous verrez dans un cours d'équation différentielle ordinaire numérique. Il y a la méthode Euler qui est terrible. Il y a Runge-Kutta qui est beaucoup meilleure. Puis il y a les méthodes Verlet, etc. Ce sont tous des méthodes pour résoudre des équations cinétiques numériquement.
ce qu'on ne fait pas dans le cours. Le message, c'est compliqué. OK, donc je vais réécrire cet ensemble de réactions-là. Donc, il y a deux situations possibles et on verra les deux. Le premier, pour cet ensemble de réactions-là, on va discuter en particulier le premier. Souvent, l'équilibre est établi rapidement comparé avec la formation des produits. Et formation des produits, je vous rappelle, c'est cette réaction-là. Qu'est-ce que ça veut dire? KA est beaucoup plus grand que KP et KA' est beaucoup plus grand que KP. Ça veut dire que les réactions dans cet équilibre-là sont beaucoup plus rapides que la formation des produits-là. Dans cette situation-là, on dit que A, B et I sont en pré-équilibre. Pourquoi pré-équilibre? C'est un équilibre qui est établi avant l'étape cinétique limitante. L'interprétation que vous devez comprendre, c'est que aussitôt que I est consommé, utilisé, détruit pour faire P, l'équilibre entre A, B et I est réétabli. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pourquoi? Parce que les réactions Ka et Ka' sont beaucoup plus rapides que Kp. Donc, aussitôt que I est utilisé par Kp, le montant de l'équilibre est ajusté à cause que c'est beaucoup plus rapide et on a encore d'équilibre établi entre A, B et I. Okay, au niveau d'équation, ça nous donne une équation qui est toujours valide, qui simplifie beaucoup le résultat. La proportion de la concentration de I divisé par la concentration de A et B est toujours égale à la constante d'équilibre pour la réaction. On a vu au chapitre 5 que pour un système comme ça, les concentrations d'équilibre ont la proportion des concentrations d'équilibre ont cette valeur-là. Et à cause du pré-équilibre, c'est une équation qui est valide en tout temps. Si A, B et I en pré-équilibre. OK, et même sur cette page, on peut résoudre les équations cinétiques pour P. Donc,
des P de T. P est produit par I seulement. Donc, on peut écrire la loi différentielle. Et on sait la concentration de I en tout temps. C'est Kp, fois K majuscule, fois AB. Fin d'équation, le cinétique pour cet ensemble de réactions résolu. C'est une réaction deuxième ordre. OK, je le souligne encore. Quand est-ce qu'on peut utiliser cette approximation-là? Quand les réactions impliquant l'équilibre, ces deux réactions-là, sont beaucoup plus rapides que la réaction qui forme les produits. Aussitôt que I est utilisé pour former les produits, le montant de I est refait en équilibre avec A et B à cause que ces réactions sont beaucoup plus rapides. OK, donc là, on a vu la première approximation qu'on utilisera. La deuxième s'appelle l'approximation de l'état stationnaire. Et c'est un peu l'inverse. Donc d'habitude, on utilise ces approximations dans des cas différents parce qu'ils décrivent des systèmes différents. Et il faut comprendre ça. Bon, donc, si on regarde une séquence de réactions ABC, là, c'est un système cinétique qu'on a résolu exactement la dernière fois. On va voir une solution beaucoup plus courte aujourd'hui et les comportements sont plus ou moins les mêmes, sauf pour les intermédiaires. Donc, le message de l'approximation, c'est que on suppose qu'après une période OK, donc j'ai écrit tout au long. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, il y a une petite période où la concentration de B augmente, mais aussitôt qu'on a un montant critique, la concentration de B ne change plus. Donc, aussitôt que B est formé, c'est utilisé pour former C. Je vais dessiner les graphiques des concentrations parce que la dernière fois, on a vu la forme exacte. Donc ça, c'est le résultat exact. Donc, qui est le résultat physique? Le résultat que vous mesurerez dans le labo.
On a A qui commence là, puis diminue d'une forme exponentielle, puis on a P. Et là, on avait B qui augmentait puis diminuait comme ça. Pas exactement comme ça, mais les formes des courbes sont comme ça. Malheureusement, je ne suis pas artiste. Donc, ça, c'est le comportement réel physique. L'approximation d'état stationnaire n'est pas la réalité physique, mais la forme des courbes est très similaire pour A et C. Pardon, pas P, C. Donc, A toujours comme ça, puis C comme ça. La différence est que B augmente un peu, puis ne change plus après un certain point. C'est exagéré là. Je ne veux pas dire que la forme qualitative des courbes est différente. La différence, c'est que aussitôt que B est formé, elle est utilisée. Donc, encore une fois, les équations qu'on a vues la dernière fois sont celles-là. C'est la réalité physique en tout temps. Si on utilise l'approximation d'état stationnaire, les formes qualitatives des courbes de A et C sont pratiquement identiques, mais les courbes pour les intermédiaires sont différentes. Si on ne cherche pas les concentrations des intermédiaires, on s'en fout. OK. Pour utiliser cette approximation, on ne peut pas utiliser toujours. Il faut avoir des conditions sur les constantes de vitesse. Il faut que les intermédiaires sont consommés aussitôt qu'ils sont produits. Autrement dit, en utilisant des magnitudes des constants, il faut que la réaction où B devient C est beaucoup plus rapide Donc, dans ce cas, KB est beaucoup plus grand que KA et l'étape cinétiquement limitante est celle-là. Encore une fois, il faut que, aussitôt que B est produit par A, elle est consommée pour former C. Donc, la concentration de B ne change pas. Okay, je vous dis directement, et un des buts du cours majeur, c'est de vous enseigner ça pour que vous compreniez où c'est utile et où ce n'est pas utile. Parce que dans votre vie, comme chercheur ou comme scientifique, peu importe, vous allez rencontrer des gens qui vont cacher derrière des approximations ou des équations qu'ils ne comprennent pas, qui ne sont pas valides ou ne sont pas pertinents. Donc, je vous avertis, des chercheurs vont utiliser cette approximation
même si KB n'est pas beaucoup plus grand, pas nécessairement plus grand que KA. Donc, je vous dis encore, vous allez rencontrer beaucoup de gens qui vont cacher derrière des approximations et des équations non valides ou qui ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que c'est pratique, on peut résoudre des équations, mais est-ce que ça vous dit quelque chose de pratique? On ne sait pas. Bon, donc ça c'est moi qui a beaucoup de problèmes avec les équations de la littérature. On tourne la page. Bon, donc on regarde encore une fois le système de réaction qu'on a vu la dernière fois. Mais ici, on va utiliser l'approximation d'état stationnaire et ça sera beaucoup plus rapide. Donc, si on veut... OK, on commence avec A parce que c'est le même. Square dA dt. Donc, ça ne change pas. La différence, c'est pour B. Donc, ce qui ne change pas, c'est que on a... Merci. On a toujours ça. Donc, ça, c'est toujours vrai. Ce qui est différent, c'est qu'on va imposer l'approximation d'état stationnaire, qui veut dire que ça, c'est égal à 0. Donc, 0 est égal à KA moins KBB. Et on peut résoudre directement pour B comme fonction de A. Et pour A, on a déjà une expression, donc on peut le on peut faire la substitution directement. Avec ce résultat, et on peut faire la substitution pour B. Et ça, c'est la réponse finale en utilisant l'expression pour A. Ça, c'est une forme de cinétique que vous avez déjà vue. C se forme donc, c'est une réaction de premier ordre en A, avec le fait que l'intermédiaire B a aucune importance pour les conséquences cinétiques. La réaction nette agit comme B n'est jamais là. Mais en réalité, quand on propose un mécanisme, il y a l'intermédiaire B qui est là, mais à cause qu'elle est consommée aussitôt que c'est produit, l'effet net, c'est que A forme C avec la cinétique d'ordre 1. Donc ça, c'est un exemple particulier où on vous montre la cinétique de
l'étape limitante détermine la loi de vitesse pour la réaction nette. OK. Comme nous sommes dans un cours où il faut analyser des équations un peu, on va regarder les formes des équations avec RS et la forme qu'on a vue la dernière fois. Et on veut que quand l'approximation d'état stationnaire est valide, que l'équation qu'on a vue la dernière fois devienne celle qu'on vient de voir avec RS. Donc, avec l'approximation, on a A qui est A0. Donc, ça, c'est les formes intégrées en utilisant l'approximation d'état stationnaire. Et je vais dire la forme exacte. OK, donc, bien évidemment, en général, ce sont des équations différentes. Par contre, on veut montrer que quand l'AES est valide, la forme exacte devient celle de AES. OK, comment faire? Quand est-ce que l'AES est valide? Quand la deuxième réaction est beaucoup plus rapide que le premier. Donc, quand KB est beaucoup plus grand que KA. Autrement dit, si KB est beaucoup plus grand que KA, la proportion KA sur KB sera plus ou moins 0. Donc, ce qu'on va faire, on va développer ça, puis on le réécrira comme une fonction de KA sur KB. Et quand l'AES est valide, tous les termes qui dépendent de KA sur KB seront 0. Donc, c'est ça qu'on fera. On commence, okay, donc on manipule
cette chose en parenthèse. On oublie à 0 pour l'instant, on le remettra à la fin. Donc, OK, c'est une étape qui ne sera pas toujours évidente pour vous, donc je vais essayer de l'expliquer comme il faut. On va factoriser KB des deux termes en haut. Donc, on va l'écrire comme KB fois KA sur KB, exposant moins KB sur T, moins KB qui est là, donc c'est enlevé déjà. OK, et on fait la même chose au dénominateur. OK, pourquoi? Parce qu'on veut quelque chose comme fonction de KA sur KB. Donc, avec AES, donc, où l'AES est valide, donc, bien entendu, on élimine ça. Donc, si KA sur KB est plus ou moins 0, le deuxième terme au dénominateur est 0, et ce terme-là est 0. Donc, ça nous laisse 1 moins exposant divisé par 1. Donc, dans ce cas, C devient A0 fois ce qui était en parenthèse, qui est ça. 1 moins exposant et si vous voulez comparer, et ils sont identiques. Donc, le message, quand l'AES est valide, on a regardé l'expression exacte et on a vérifié que les deux expressions seront les mêmes. OK, maintenant on va faire quelques exemples pour vous montrer comment l'utiliser. Et les exercices seront beaucoup d'exemples comme ça. Donc, on va faire des exemples. Et je vous garantis qu'à l'examen final, il y aura un mécanisme comme ça que vous n'avez pas vu, où il faudra utiliser l'approximation des tâches stationnaires pour faire quelque chose. Donc, décomposition N2, 0,5. Donc, la réaction nette, donc, encore une fois, la réaction nette, on ne peut pas trouver la loi de vitesse directement. Donc, on propose le mécanisme. Ensuite, on a l'inverse.
OK, donc on veut les lois de vitesse pour chaque espèce. Comment? On va utiliser pour les intermédiaires. Donc, en général, parce que c'est un cours du premier cycle, je vais vous dire dans les questions où il faudra l'utiliser, quels sont les intermédiaires pour lesquels il faut l'utiliser. Ici, quels sont les intermédiaires? On a N2O5 qui est réactif, on a NO2 puis O2 qui sont produits. Toutes les autres choses qui ne se trouvent pas soit comme produits ou réactifs seront les intermédiaires. Donc, NO3 ne trouve pas comme réactif ou produit, aussi NO. Okay, la complication pour les exercices où il faut utiliser l'approximation des tâches stationnaires, c'est que ce n'est jamais directement évident quelle équation à faire en premier. Donc, on va développer le résultat pour NO5. Ensuite, on va écrire les équations pour NO puis NO3, puis on va essayer de trouver la meilleure façon de procéder. OK, donc on commence avec N2O5. N2O5 est consommé par la première réaction. C'est produit par l'inverse du première réaction. Et c'est consommé par le dernier. Bon, donc on veut enlever les dépendances de NO3 et NO. Pour y faire, il faut utiliser l'approximation des tâches stationnaires pour NO et NO3. Donc on commence avec NO. Et l'approximation des tâches stationnaires est que cette vitesse est égale à 0. Donc, on peut directement conclure que KB, NO2, NO3 Donc, il y a probablement des façons plus rapides d'arriver à la réponse. Par contre, ici, je vais faire la façon la plus directe qui n'est pas la plus facile, mais vous donne la bonne réponse de toute façon.
NO3 est produit par la première réaction. Elle est consommée par l'inverse du première réaction. Et est consommée par la troisième. Puis encore une fois, donc on peut simplifier ça. Et c'est ça l'approche que j'ai prise dans mes notes. Ce n'est pas le plus direct, mais ça vous donne la réponse. Donc, KaN2O5. Disons équation 1, équation 2. On peut prendre la proportion de l'équation 1 divisée par l'équation 2. Donc, 1 divisé par 2. À gauche, qu'est-ce qu'on a? On a... On veut ça divisé par ça. Donc, on a KC... Puis à l'autre bord, on a ça divisé par ça. Donc là, on a plusieurs facteurs qui s'annulent. Donc, on a la concentration de NO comme plusieurs constants. NO est un intermédiaire et avec RS, on a que ça, c'est 0. Donc, on s'attend à ce que NO est constante. Ce qui est le cas à cause que ici, c'est directement un produit des constants. Bon, donc, l'équation qu'on veut en forme de seulement N2O5 ou des produits, c'est celle-là. N2O5, c'est correct. On vient de trouver une expression pour NO comme fonction des constantes, donc ça, c'est correct. Celle-là, il faut utiliser soit équation 1 ou équation 2. Les deux donneront en principe les mêmes réponses, mais 2 est plus facile à cause qu'elle implique seulement NO2, NO3 puis N2O5. Donc,
on va utiliser équation 2 pour remplacer ça. On va utiliser le résultat pour NO pour remplacer NO. Et ça nous donnera une équation pour la vitesse de D N2O5 en seulement la concentration de N2O5. OK. Donc, D. On a toujours ça. On va utiliser l'équation 2. OK, mais en premier, je vais répéter ce qu'on avait. OK, donc encore une fois, on va remplacer NO avec l'expression trouvée, puis on va remplacer NO2, NO3 en utilisant l'équation 2. En particulier, on va remplacer NO2, NO3 avec cette expression-là. OK, facteur commun. Ensuite, on a N2O5 qui est un facteur de tous. On a Ka' plus Kb dans deux dénominateurs. On va l'introduire à la troisième. Donc, je vais l'écrire comme ça. On va factoriser N2O5 des trois termes, ainsi que Ka' plus Kb. Donc, il faut l'introduire au premier. Ensuite, on a enlevé le dénominateur du deuxième et du troisième. Et ça, c'est une expression qu'on peut simplifier. OK, il y a trois choses que je veux dire. Le premier, peu importe le constant. OK, donc on a un constant, on a un produit et une somme de plusieurs constants. L'effet à la fin, c'est un constant multiplié par la concentration de N2O5 au premier ordre. Donc, ce mécanisme, en utilisant l'approximation d'état stationnaire, prédit une cinétique du premier ordre en N2O5. Ensuite, on peut remplacer ce constant-là comme juste un constant agrégat. Pourquoi? Parce que
on ne mesurera jamais Ka, Kb puis Ka'. Donc, si on ne les mesurera jamais, on peut les combiner ensemble pour juste le constant observé de réaction. La troisième chose que je veux mentionner, c'est le signe. Pourquoi est-ce que le signe est négatif? Parce que N2O5 est le réactif original qui est consommé lors du progrès de réaction. OK, on fait un deuxième exemple qui est beaucoup plus court, je pense. Malheureusement, les conclusions sont moins claires, mais c'est un exemple qui est beaucoup plus court. Donc, la réaction nette, on a 2 ozones qui deviennent 3 oxygènes. Donc ça, c'est la réaction nette. Le mécanisme proposé, ozone qui devient oxygène plus radical, oxygène plus radical qui redeviennent l'ozone, et ensuite radical plus ozone qui deviennent 2 oxygènes. Donc, bien entendu, là, les 3 étapes élémentaires pour cette réaction nette proposée. Donc, on utilise l'AES pour la concentration du radical. On écrit la loi de vitesse pour ozone. Consommé par le premier, produit par l'inverse et consommé par le dernier. Bon, pour le radical, on a produit par le premier, consommé par l'inverse, et avec AES, on dit que ça c'est égal à 0. Donc, il y a 2 choses différentes qu'on va faire. Le premier, c'est qu'on va résoudre cette équation pour la concentration d'oxygène radical. Ensuite, on va substituer ça dans cette équation-là, où on va additionner, puis ça sera plus propre. Donc, si on isole le radical d'oxygène dans l'équation de l'AES, on reçoit la concentration Bon, donc on peut substituer ça directement dans l'équation, mais c'est plus propre, disons. OK, je vous dis encore, on peut le résultat pour oxygène radical directement. Ce qu'on fera, c'est on va utiliser
l'équation qu'on a eue de l'AES, qui était que donc là, on peut additionner les deux équations ensemble. À gauche, qu'est-ce qu'on a? Puis à droite, on a ça qui est l'inverse de ça, ça qui est l'inverse de ça. Il nous reste moins 2 KB au ozone. Et là, c'est facile de faire la substitution. Donc, 0 pour oxygène. Donc, ça, c'est le résultat final qui est beaucoup moins propre et nous donne moins d'informations cinétiques, mais ça, c'est la fin.